à tous. Je vous invite peut-être à vous avancer un petit peu, comme ça fera de la place pour ceux qui se joindront à nous par la suite. Je suis Peggy Rematier de BPI France à la direction de l'expertise. Nous sommes opérateurs pour l'État du plan d'investissement France 2030. Donc je vais animer cette table ronde sur l'achat par la valeur en santé. Où en sommes-nous? C'est le titre. Je vais faire une petite introduction en disant que dans les processus d'appel d'offres pour l'achat de produits de santé, dans les établissements publics, la majorité des marchés sont attribués sur un critère de qualité-prix, je dirais un peu basique. La qualité est mesurée finalement sur des critères qui sont un peu standards et cela ne garantit pas toujours la meilleure offre économique au global. Alors cette situation peut entraîner des coûts élevés, une qualité dégradée et aussi freiner l'innovation. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est d'expliquer ce que l'on entend par achat par la valeur, donner des exemples et puis par la suite d'échanger sur les verrous à lever pour sa généralisation. Donc je vous présente aujourd'hui les deux interlocuteurs sur cette table ronde. Madame Angélique Dizier, vous êtes directrice générale adjointe en charge de la coordination des activités d'achat centralisées au RESA. Et le RESA, c'est une centrale d'achat des établissements hospitaliers et du secteur médico-social, public et privé non lucratif. Et puis j'accueille aussi Monsieur Aymeric Berchamp. Vous êtes coordinateur national de la stratégie d'accélération santé numérique à la délégation du numérique en santé pour le ministère de la Santé. Voilà. Donc, je vais commencer par une première question, vraiment pour poser la question, pour poser le problème, pardon. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est que le thème de l'achat par la valeur, comment il est différent du système actuel et quels sont les bénéfices pour les acheteurs et aussi pour les vendeurs qui sont nos startups? Merci Peggy, merci pour cette introduction et pour cette invitation. Bonjour à tous. Alors l'achat par la valeur, comment on pourrait le définir? On parle souvent, on le désigne souvent par un anglicisme que vous connaissez peut-être, qui est le value-based procurement, qui est issu d'un concept un peu plus global qui vise à mettre la notion de valeur au cœur du système de santé. Donc appliqué aux achats, ça change vraiment la manière d'acheter, en tout cas dans la philosophie, puisqu'on ne va plus acheter de manière un peu classique en fonction de critères vraiment liés au produit, mais on va acheter en choisissant le produit ou le service qui va être le plus créateur de valeur pour le système de santé. Donc pour l'établissement, mais pas uniquement. C'est vraiment un raisonnement global sur tous les apports différenciants que peut avoir ce produit ou ce service pour les patients, pour le système d'assurance maladie. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent être pris en compte. Donc en gros, on passe d'une logique de critères qu'on additionne, un prix unitaire, une note de qualité technique, une note sur des délais de livraison qui donne un résultat et qui donne une note qu'on classe. On passe donc d'un système comme ça à un système totalement différent où on va rechercher en fait la meilleure note qui correspondra au résultat d'une fraction. En gros, on met les résultats générés par le produit ou le service divisés par les coûts. Et quand je dis coût, c'est vraiment l'ensemble des coûts, c'est-à-dire non pas seulement le prix facial du produit ou du service, mais tous les coûts cachés ou indirects qu'il engendre, par exemple en formation du personnel, en temps de mobilisation des soignants, en économie pour l'assurance maladie. Tout ça va être pris en compte pour faire cette fraction et obtenir ce résultat. Donc c'est vraiment radicalement différent de ce qu'on fait, même si on fait déjà une approche multicritère qui permet de prendre en compte différents aspects de la valeur d'un produit, mais on n'est pas encore dans cette philosophie aussi aboutie que l'est en tout cas celle de l'achat par la valeur. Ce qui est intéressant pour les acheteurs, c'est que raisonner en achat par la valeur, ça permet d'accroître vraiment la valeur stratégique de l'achat, puisqu'on passe d'une logique purement économique, budgétaire, le meilleur produit au prix le moins cher, à une logique beaucoup plus globale où on va aller chercher à valoriser toutes les externalités possibles de l'achat. Donc ça, pour un acheteur hospitalier, c'est vraiment différenciant et ça change vraiment la manière de voir les choses. Et pour le côté entreprise, c'est très incitatif
à développer de l'innovation, à développer sa R&D, parce qu'on se dit que dans un système de valeurs, on va aller valoriser ces efforts qui sont faits et la valeur que peut apporter l'innovation au service des patients et au service des soignants. Et on ne va pas juste regarder la qualité, on va dire, très basique du produit et son prix. On va aller chercher beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça, pour une start-up, ça peut être hyper motivant pour continuer ces investissements et répondre aux appels d'offres. Aymeric, est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose ? Effectivement, là-dessus, l'élément qui est clé, c'est une sorte de changement de paradigme. On ne va pas juste acheter un produit, on va également acheter des résultats. C'est-à-dire qu'on veut des résultats concrets en termes d'indications cliniques, en termes de complications, de réhospitalisation, tout ce qu'on appelle les soins non programmés, en termes d'amélioration de l'organisation, en termes de RH également. En vrai, les bénéfices de technologies qu'on peut acheter dans un hôpital sont extrêmement nombreux, ce qui suppose en fait d'être en capacité d'apporter la preuve de ces résultats si on veut pouvoir contractualiser et non pas acheter un produit mais acheter l'avenir. Et alors, je peux essayer de le faire en chantant aussi, mais je suis pas sûr d'être aussi lyrique. Non, j'essaye pas. Je vous épargne pour cette fois. L'année prochaine peut-être si je reviens. Et donc voilà, acheter ces résultats, ça suppose de pouvoir avoir des chiffres qui sont fiables, qui sont reproductibles d'un côté d'un hôpital à l'autre. Ah ouais, quand même. On a un petit interlude, excusez-nous. Ah oui, non, c'était prévu. Et voilà, ces résultats, ils ne sont pas évidents à avoir. Ça suppose que ce n'est pas forcément l'entreprise qui va les apporter seule. Il doit y avoir un garant, on doit pouvoir collecter les informations. Ça doit être fluide, ça ne doit pas coûter de l'argent de récupérer ces indicateurs et ces résultats. Et donc là-dessus, on va parler des données, donc tout ce qui est proms, prems, et de la capacité de l'acheteur de croire dans les chiffres, de les faire remonter et d'avoir quelque chose sur l'avenir pour arriver à contrôler justement les résultats en plus du produit qu'on aura acheté. D'accord. Donc, la définition est bien posée. Je pense que ce qui est peut-être important, c'est d'avoir un certain nombre d'exemples concrets de produits qui aujourd'hui sont achetés sur la base de résultats en France ou dans d'autres pays. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-uns ? Alors, c'est assez difficile c'est une pour ambiance nous, lyrique. Hein. C'est bien, on est à l'opéra en même temps. C'est une grande expérience. Alors, les exemples. Oui, donc en France, on a peu d'exemples. En tout cas, moi, de ma connaissance, en tant que centrale d'achat, je n'ai pas de retour d'exemple vraiment d'acheteurs hospitaliers qui soient allés aussi loin et qui aient vraiment fait un achat par leur valeur au sens où on l'entend de manière la plus puriste possible. Nous, on avait en revanche travaillé avec notre direction internationale sur des exemples européens et on a identifié un sujet parmi d'autres, mais Aymeric a aussi plein d'exemples. Un exemple en Suède où un centre hospitalier a acheté des produits de pansement sur la base d'un mécanisme d'achat par la valeur, puisque le fournisseur qui a remporté le marché n'était pas celui qui avait le prix unitaire du pansement le moins cher, mais celui qui avait la meilleure note de valeur en tenant compte de plein d'éléments sur un cas concret. Donc en gros, c'était un cas de patient qui avait été théorisé pour répondre à l'appel d'offres et la note était donnée en fonction du nombre de produits qu'il fallait utiliser pour ce patient. Le temps de pause du produit par les équipes soignantes, les coûts logistiques, stockage, etc. et les risques associés à l'utilisation du produit. Donc en gros, est-ce que le pansement, c'était un pansement qu'il fallait changer souvent, pas souvent? Est-ce qu'il y avait des risques d'infection ou pas d'infection? Donc tout ça a été documenté. Et le fournisseur donc, qui a remporté l'appel d'offres et le fournisseur qui avait la meilleure note sur l'ensemble de ces éléments. Et finalement, il était en prix unitaire facial. Pas le mieux disant, il était plus cher que d'autres, mais il a remporté au regard de l'ensemble et de la prise en compte de l'ensemble de ces éléments. Donc voilà pour un exemple vraiment vécu en Suède. Et je crois que c'est un peu ancien déjà, ça date des débuts des années 2010, donc c'est assez ancien. Oui, vraiment intéressant. Aymeric, je sais que tu as d'autres exemples. Oui, j'ai d'autres exemples. Alors, sur la Suède aussi, c'est un petit peu le hasard des choix qu'on a fait avec Angélique sur l'université, le Karolinska Hospital,
qui a lancé un marché sur l'ensemble de sa plateforme d'imagerie. Donc, ce n'était pas juste pour acheter une IRM isolée ou un CT scan, c'était sur l'ensemble avec des critères sur tout ce qui est interopérabilité, tout ce qui est service sur les équipements, les standards techniques, la maintenance, avec un dialogue compétitif entre les candidats pour garantir qu'en fait, ils auront pu intégrer l'ensemble des coûts et de la valeur pour la plateforme, mais également sur l'organisation et la gestion de la plateforme. Ça rappelle un petit peu un autre exemple que je peux avoir avec l'APHM en France, cette fois sur justement un marché sur la plateforme d'imagerie avec les startups Incepto et 1000vues qui permet d'intégrer au fil de l'eau différents algorithmes justement qui permettent de prouver la valeur. Puis un dernier exemple peut-être plus emblématique du value-based procurement, c'est dans Catalogne, à Barcelone, sur un achat de défibrillateurs qui a été mené avec l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire tout ce qui va être maintenance des défibrillateurs, contrôle, télésurveillance, et avec des KPI qui ont été pris sur le nombre de réhospitalisations, sur les résultats cliniques attendus et sur la baisse de consultations externes grâce justement à la télésurveillance. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ils ont regardé l'ensemble de la chaîne de la valeur et pas juste le défibrillateur tout seul, mais tous les impacts qu'il y a eu sur l'hôpital et sur tous les différents services de l'hôpital. D'accord. Finalement, la question qui nous brûle la langue, je crois, c'est on voit que l'adoption reste encore assez particulière. Quels sont les freins finalement à l'adoption d'un tel système d'achat et quelles sont les différentes initiatives qui sont mises en place pour les lever? Peut-être, je ne sais pas, Angélique, si tu veux commencer. Oui, alors pour parler au nom des acheteurs publics que je représente, il y a un frein, en tout cas psychologique, qui est le frein de la réglementation et de la procédure. Parce que quand on agit dans un cadre de commande publique, on a toujours la crainte, et en tout cas ce réflexe de dire est-ce que c'est permis et comment utiliser les outils du Code de la commande publique pour rendre ça possible. Bon, ça, c'est effectivement, ça peut être un frein dans l'esprit, mais c'est un frein très, très limité. Parce qu'il y a aujourd'hui les centrales d'achat, il y a plein d'éléments qui permettent de dépasser, en gros, ce problème procédural. Nous, concrètement, au RESA, on a vraiment réfléchi à construire un marché sur des sujets d'ophtalmologie, de dispositifs médicaux en ophtalmologie qui fonctionnent en achat par la valeur. Et à quoi on s'est confronté, finalement, c'est pas tant le choix de la procédure. Au début, on s'est dit, oh là, dialogue compétitif, procédure avec négociation, est-ce qu'on a le droit de le faire vraiment, etc. Puis finalement, on a évacué assez rapidement ces difficultés-là, puisqu'on s'est dit que c'était plutôt dans l'aspect de la gestion contractuelle que ça allait se jouer, plutôt que dans l'aspect vraiment plutôt du choix de la procédure. Donc, comme disait Émeric, c'est plutôt la question du suivi, des indicateurs, de la mesure de tout ça sur lequel on a réfléchi. Et c'est là qu'on a fini par un peu être en difficulté, ou en tout cas stopper nos réflexions, puisque quand on se lance sur un sujet aussi dense que celui-là, ça nécessite des investissements, ça nécessite des outils et de pas mal de personnes différentes, puisque les premiers impliqués, ça doit être les établissements de santé. Donc déjà, il faut que nous, on aille embarquer des établissements pour qu'ils aient envie de nous suivre dans la démarche, puisque c'est eux qui vont collecter la donnée qui va permettre de savoir si oui ou non on réalise bien un achat par la valeur et si oui ou non la solution elle est la plus génératrice de cette fameuse valeur pour les établissements. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est aller chercher des établissements qui sont volontaires pour entrer dans la démarche. Et le deuxième enjeu, et qui n'est pas des moindres, c'est l'enjeu de la collecte de la donnée et des outils qui vont permettre cette collecte. Outre le fait que au-delà des établissements, il faut que les équipes soignantes aussi jouent le jeu. Faut essayer de débunker un peu les biais qu'il peut y avoir. Le biais du patient, le biais du soignant qui va peut-être mal remplir les KPI qu'on lui demande ou pas donner les informations en temps et en heure. Donc ça, c'est un gros sujet de pédagogie, on va dire. Mais il y a aussi cette question de quel outil on utilise et comment il va être le plus objectif possible, qui va le suivre, quels indicateurs on va mettre en place. Et ça, c'est vraiment des investissements même financiers qui peuvent être conséquents. Et là, la question se pose de qui doit ou qui peut porter aussi cette charge financière et cet investissement initial pour qu'on parte et qu'on ait des premiers retours
concret d'achat par la valeur. Là où on a de la chance, c'est que la centrale d'achat, elle peut concaténer, elle va servir de canal pour récupérer toutes les datas de différents établissements et avoir vraiment une preuve de valeur plus fiable que si c'est un établissement qui le fait tout seul. Mais il y a cette question de qui porte aussi l'investissement pour un gain sur certains sujets qui ne va pas être directement reversé financièrement dans les poches de l'établissement, mais qui va peut-être bénéficier à un autre budget. Donc ça reste de l'argent, c'est fongible et c'est très bien, mais il y a quand même voilà, cette logique aussi financière à ne pas minorer et à laquelle il faut réfléchir. Et Émeric, oui, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors effectivement, je reviendrai dans un deuxième temps sur la partie données, mais clairement quand on achète des résultats, on achète le futur, il y a une prise de risque inhérente. Alors on est plutôt frileux à la prise de risque en France en général et particulièrement dans le système de santé. Néanmoins, ces risques doivent être mis en regard avec comment on mitige les risques et comment on garantit qu'on peut avoir justement ces mesures. Et ça, c'est la donnée et c'est sur les indicateurs. Et également, cette prise de risque, il y a cette notion de silo budgétaire et également de silo organisationnel, savoir celui qui paye le prix et pas forcément le bénéficiaire. Moi, j'ai le parallèle, on voit exactement la même chose dans le domaine de la prévention et c'est un problème assez majeur qui demande une approche holistique, si on sort les grands mots, et une approche globale où tout le monde doit rentrer dans la discussion. Ça, c'est en général quand même assez compliqué de faire rentrer tout le monde dans ce type de discussion. Dans les premiers pas qu'on peut imaginer, c'est d'essayer de se concentrer sur l'achat par la valeur dans les cas qui existent, hein, où le bénéficiaire est celui qui achète directement. Mais c'est vraiment pas toujours le cas. Et les cas les plus intéressants sont pas ceux-là. Mais il faut bien quand même amorcer la pompe et commencer quelque part. Et puis sur la partie données, il y a un gros travail qu'on fait en France. Il y a le règlement sur l'espace européen des données de santé qui vise à justement collecter les données. On a aussi des outils en France sur le SNDS. Donc je rappelle que dans les centres hospitaliers universitaires, il y a plein de gens qui sont formés et habilités à utiliser le SNDS sur ce qu'on appelle un accès permanent, ce qui ne demande pas 18 mois d'attente. Hein. C'est un accès à tout moment. Et donc, en fait, l'ensemble des CHU sont en capacité, techniquement, d'utiliser les données du SNDS et de la base PMSI qui vient des hôpitaux en particulier pour arriver à collecter ces informations. La question, c'est est-ce que ces gens sont disponibles pour le faire ? C'est en général plutôt des chercheurs que des administratifs qui ont ces accès permanents. Mais c'est extrêmement intéressant. On se dit en tout cas qu'on a déjà des premières données pour commencer ça. Puis je voudrais finir également sur ce qu'on veut faire. Ce qui est important aussi, c'est de partager les expériences. Là-dessus, on a un appel à projet qui est opéré par BPI. Donc je me permets de faire la page de pub de BPI là, qui s'appelle l'étude d'impact et qui vise justement à regarder tout ce qui se passe quand il y a un achat qui est fait dans un hôpital d'un dispositif médical à usage professionnel, à usage collectif, pour démontrer le retour sur investissement au sens large, pas que financier, du dispositif qui est acheté. Donc là, il y a déjà une première relève qui est en cours d'analyse, une deuxième relève qui est le 3 décembre. Donc si vous êtes une start-up et que vous voulez être acheté par un hôpital, je vous encourage vivement à aller regarder cet appel à projet. Je finis ma page de pub ici. Oui, alors peut-être pour résumer, on a un travail nécessaire sur la collecte de données et sur lesquels les pouvoirs publics travaillent aussi. Et puis finalement, peut-être une stratégie de d'abord se concentrer sur les produits pour lesquels le bénéfice vient directement et presque uniquement aux payeurs dans un premier temps. On a parlé de l'appel à projet donc qu'on appelle Impact. Je crois qu'on voulait peut-être aussi évoquer une autre initiative associée au tiers-lieu d'expérimentation, dont l'objectif, tu pourras plus en parler, mais l'objectif est aussi de travailler sur des méthodologies qui permettent de sortir les meilleurs indicateurs pour montrer la valeur pour les entreprises et dans les hôpitaux. Mais je te laisse en parler. On a signé justement une convention de partenariat entre le ministère de la Santé et le RESA pour travailler sur ces évaluations cliniques ou toutes les études d'impact qui peuvent être faites dans des tiers-lieux d'expérimentation qui sont portés par des hôpitaux, mais il n'y a pas que des hôpitaux, il y a également le médico-social qui est représenté dans ce tiers-lieu et on propose justement un accompagnement pour essayer de raccourcir la chaîne depuis la création de l'innovation, la validation
et l'achat au bénéfice du système de santé et des patients, bien évidemment. Je sais pas, Angélique, si tu veux en dire un mot également. Oui, alors sur les tiers-lieux, mais surtout peut-être sur l'innovation en général. Moi, je pense que c'est un très bon terrain pour l'achat par la valeur, l'innovation, puisque l'innovation, elle a cette particularité de devoir prouver sa valeur. En tout cas, les startups qui sont ici, je pense, le savent très bien. Et ça peut être vraiment un terrain donc propice pour rentrer dans une logique côté acheteur public, de vraiment avoir ça en tête, c'est-à-dire mesurer la valeur de ce qu'on achète. Et si c'est valable pour l'innovation, ça devrait l'être pour plein d'autres sujets. Donc je pense qu'il y a là un véritable enjeu de faire aussi de l'innovation un moyen de rendre encore plus innovants les achats et de se dire si une innovation doit prouver sa valeur, pourquoi pas une solution comme un implant de la cataracte, une prothèse de genou, voilà, ou plein de choses qui sont peut-être moins innovantes, mais qui pourraient aussi s'inspirer des méthodes qu'on a dans les tiers-lieux ou dans cet écosystème d'innovation qui est très très riche de méthodes et d'enseignements. Je trouve que c'est une belle conclusion. On a encore un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, merci. Oui, merci. Cédric Herry, donc Airlab, on est fabricant d'équipements de laboratoire et en particulier de postes de sécurité microbiologique, si vous connaissez dans la chaîne d'achat. Et une des questions qu'on se pose en fait depuis... je vous trace un petit peu le tableau pour que vous compreniez, mais en fait, poste de sécurité microbiologique, c'est là que sont manipulés en fait tous les échantillons contaminés en fait en pathogènes, donc virus, bactéries, etc. Aujourd'hui, on va dire 80% de ce qui est vendu en France dans les hôpitaux sont des produits qui viennent d'Asie. On est le seul fabricant en fait à fabriquer en France. Aujourd'hui, on est un fabricant qui est référencé dans l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, par rapport à cette analyse de la valeur que je trouve très bien sur le principe, je voudrais savoir, en fait, pour une société innovante qui n'est pas encore référencée en fait, au RESA, comment est-ce que vous effectuez en fait, l'analyse de la valeur? Puisque là, j'ai bien compris que vous faisiez une interrogation en interne, mais une évaluation en interne sous-entend que vous avez déjà un parc installé, quoi. Je suis pas sûre d'avoir exactement entendu tous les mots. Je suis désolée, comme il y a beaucoup de bruit. Mais j'ai compris qu'il y avait un enjeu de votre côté. Alors attendez, je peux répéter, effectivement, j'étais un petit peu loin. Je disais donc, Société Airlab, on est fabricant de postes de sécurité microbiologique et d'autres équipements de protection pour les laboratoires. On fabrique en France. Aujourd'hui, on est référencé en fait dans le privé. Par contre, en fait, dans le public, c'est beaucoup plus dur puisque 80% des équipements de ce type-là aujourd'hui viennent d'Asie et sont achetés à travers des cataloguistes ou le RESA ou il m'en manque un, mais l'autre centrale d'achat, en fait, globalement. Vous voyez de qui je parle. Donc globalement, en fait, c'est vrai que l'analyse de la valeur, ça semble aller dans le bon sens. Nous, on fait des efforts, je dirais, en termes d'environnement, en termes de sourcing, en termes de réparabilité, mais tout n'est pas mesurable ni par des normes, ni par un parc installé en fait dans les hôpitaux. Donc ma question, c'est aujourd'hui comment est-ce que vous pensez faire l'évaluation en fait de la valeur ou l'analyse de la valeur sur un produit qui n'est pas encore en fait sur le marché des hôpitaux, qui n'est pas encore dans vos catalogues? Alors, j'aimerais bien déjà pouvoir lancer des marchés avec une vraie analyse par la valeur sur ces sujets-là. Effectivement, pour l'instant, on le fait pas. On est sur des critères, on va dire, plutôt traditionnels. Et je comprends que pour certains produits, c'est encore une forme d'avantage pour des produits qui sont fabriqués à des prix plus bas sur certains continents. Malheureusement, ça, c'est un problème qu'on rencontre et contre lequel on se bat, mais on n'a pas encore... tous les outils, et notamment ce que vous évoquez, c'est-à-dire que nous, déjà, en tant que centrale d'achat, on fait beaucoup d'efforts sur la partie souveraineté, sécurité d'approvisionnement, environnement, social. C'est des choses qu'on valorise, mais un peu sur dossier et sur des engagements qui ne sont pas encore justement aussi aboutis que ce qu'on pourrait faire avec de l'achat par la valeur. Mais j'aimerais, moi, avoir un outil qui me permette de mesurer les externalités environnementales de votre produit
Je crois que ça fait partie des travaux de notre cher gouvernement, puisqu'il me semble qu'il y a une loi qui est apparue il y a quelques temps et qui sera d'application obligatoire en août 2026 et qui renforce les obligations des acheteurs publics dans ce domaine. Et ça doit s'accompagner d'outils pour que justement on ait des matrices qui permettent de précisément calculer un certain nombre de choses concernant en tout cas spécifiquement les externalités environnementales, c'est-à-dire vraiment le coût de production environnementale d'un produit qui rentrerait dans la balance du choix de l'acheteur public. Donc ça, moi, je vous rejoins. On fait déjà beaucoup, mais malheureusement, je pense on arrive à un moment où on a besoin d'aller plus loin et d'une petite impulsion qui ne dépend pas que des pratiques achats, malheureusement. Bonjour, j'ai une question en fait très rapide sur comme ça. J'ai une question très rapide sur l'achat par la valeur, sur un projet qui permettrait de faire de l'économie d'oxygène dans la prise en charge des patients. Ce qui m'a été retourné auprès de centrales d'achat au niveau des pompiers, c'est qu'un dispositif qui aujourd'hui diminue l'OPEX, mais en fait coûte plus cher en CAPEX, ne peut pas être financé. Voilà, c'était juste avoir une réaction là-dessus. Oui, c'est une bonne remarque. On a aussi ça, mais ça rejoint ce qu'on disait un peu sur les silos budgétaires aussi, c'est-à-dire quel budget ça va abonder, est-ce que c'est celui de l'établissement? Oui, non, les efforts ne seront pas les mêmes. Et il y a aussi ce sujet de l'investissement versus le fonctionnement, où il y a des enveloppes qui sont différentes. Donc en fonction des stratégies et des contraintes budgétaires de l'établissement, il y a des arbitrages qui peuvent être faits, qui ne vont pas forcément dans le sens de la valeur, malheureusement, mais qui sont des logiques vraiment purement budgétaires et comptables, où là aussi il y a un travail collectif, je pense, à faire pour dépasser ces lectures-là. Mais on a le sujet sur plein de thématiques, donc je confirme ce que vous dites. Et puis pour certains dispositifs médicaux d'équipement, les industriels, et d'ailleurs en collaboration avec les acheteurs, en tout cas hospitaliers, de ce que je connais, travaillent sur des business models qui sont plus forcément du CAPEX, mais par exemple du paiement à l'usage, qui permettent de justement shifter pardon, en anglais, sur des budgets un peu différents, sur des poches différentes qui sont plus facilement accessibles, en tout cas pour certains établissements. Bonjour, je suis Antoine Rouat, je suis infirmier et je travaille pour Hermès, une société que j'ai montée. Et la question que je me pose, c'est de savoir, je pense que ma société qui est innovante, et c'est pour ça que je suis là, amène une certaine valeur. Comment on fait pour rentrer dans un catalogue, comme chez vous, quand on est une petite structure? Comment vous pouvez calculer effectivement notre valeur? Et comment les établissements publics, parce qu'aujourd'hui il n'y a que le privé qui m'a acheté, peuvent me connaître si je ne rentre pas dans un catalogue comme le vôtre? Vous n'avez pas une question pour Émeric par hasard? Alors comment on rentre? Nous, on ne fait pas de discrimination envers le secteur privé. Donc s'il y a des références privées, pour nous, elles sont aussi valables que des références dans un établissement public. Ça, il n'y a pas de sujet. Après, effectivement, il faut, côté de l'entreprise, connaître un peu le fonctionnement des centrales d'achat et des marchés publics. Nous, on a la chance d'avoir une équipe qui fait ça, c'est le Centre d'innovation par les achats, et qui apporte son accompagnement pour des solutions innovantes, pour des entreprises innovantes, pour justement leur expliquer un peu tout ce qu'on peut faire, étant précisé qu'il y a le cadre de la commande publique qui nous impose un certain nombre d'obligations, mais en tout cas qui essaie d'être le plus facilitant pour justement débusquer, identifier les solutions qui sont prometteuses et en tout cas leur permettre de faire leurs preuves aussi auprès des établissements publics. Il y a un éminent membre du Centre de l'innovation par les achats qui est dans cette salle, mais je vous laisse deviner qui c'est. Je pense qu'il va se cacher. Non, c'est Aurélien qui est là. Aurélien qui est là et voilà, qui est le représentant de cette équipe et qui pourra peut-être, voilà, vous pouvez scanner son QR code et avoir plus d'infos. Merci Aurélien. Je crois qu'on a 2 minutes, s'il y a encore une question. Sinon, on va clore cette table ronde. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été présent. Merci.